La plupart du temps, lorsque l'on évoque le sujet de l'IA, une des craintes populaires les plus répandues est celle d'un contrôle total de nos vies par une technocratie à la Skynet. Très largement popularisée par la série de films Terminator, cette vision demeure aujourd'hui très présente dans nos esprits, une mise en garde dont nous sommes tous avertis. Mais qu'en est-il des dangers de l'IA pour lesquels nous ne sommes pas avertis? En effet, comment voir les dangers d'une convergence technologique qui n'existe pas encore? Aujourd'hui, je vous propose de projeter notre regard dans le futur pour aller sonder quelles pourraient être les implications d'une de ces convergences. La question que je me pose est la suivante. Que se passera-t-il lorsque l'intelligence artificielle se trouvera directement dans nos ordinateurs personnels? Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart des services d'IA utilisés par le grand public se situent sur des serveurs distants. C'est-à-dire que les calculs ne sont pas faits depuis votre ordinateur, mais depuis les serveurs d'une entreprise privée. Ces services, ou applications, sont basés sur des réseaux de neurones artificiels et sont disponibles depuis un navigateur Internet. Non seulement il s'agit d'outils simples d'accès, mais il s'agit surtout d'outils qui bénéficient d'une propagation très rapide, parce qu'ils sont déployés depuis l'Internet, et se trouvent en général disponibles du jour au lendemain à l'échelle planétaire. Les utilisateurs du monde entier s'y connectent déjà par millions et s'en servent pour toutes sortes de tâches. Mais je pense que dans un avenir pas si lointain, il y a de bonnes raisons de penser que ces services ne se trouveront plus seulement sur des serveurs distants, mais aussi directement dans nos ordinateurs. Jusqu'à aujourd'hui, la façon dont nous communiquions avec l'ordinateur pour lui donner nos instructions passait essentiellement par une souris et un clavier, ou encore le tactile. L'humain n'a eu de cesse de vouloir affiner la façon dont il interagit avec les ordinateurs, une recherche permanente donnant naissance à tout un tas de nouvelles façons de leur communiquer nos instructions. Je me pose alors cette question. Que se passera-t-il lorsque, pour communiquer nos instructions à nos ordinateurs, nous n'aurons plus qu'à parler? Je pense que cette question revêt des implications aux ramifications profondes et insoupçonnées, aussi fascinantes que dangereuses, car elle implique une réduction extrême de la frontière technique qui existe entre l'humain et tous les logiciels qu'un ordinateur peut contenir. Laissez-moi vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez faire un carré rouge sur votre ordinateur, une image, alors vous allez peut-être ouvrir Photoshop, puis créer un nouveau document. Cliquez sur l'outil forme, prendre le carré, puis dessiner un carré. Il faudrait aussi régler la couleur. C'est en haut ici. Il faut le savoir. Et oui, il faut connaître cet enchaînement de manipulations techniques pour pouvoir produire ce carré. Mais imaginez que vous n'ayez à faire aucune de ces manipulations pour obtenir ce résultat. Juste à dire, dessine-moi un carré rouge sur Photoshop. Et que votre ordinateur ouvre instantanément Photoshop pour y dessiner un carré rouge. Mais vous pourriez tout aussi bien dire « Dessine-moi un cercle avec un dégradé horizontal allant du bleu vers le violet ». Il suffit de demander pour que l'instruction soit immédiatement prise en compte. Tant que vous avez de la salive, alors vous pouvez modifier et ajuster sans fin. Par exemple, vous pourriez ensuite vouloir ajouter un contour orange à ce cercle, ou une ombre portée, peu importe. Dites-le et ce sera fait. La connaissance technique dont vous aviez auparavant besoin pour laisser libre cours à votre imagination s'en trouve alors considérablement réduite, car à présent, votre ordinateur vous comprend et donc il s'exécute en conséquence. Mais extrapolons encore un peu, car la démocratisation de cette réduction technique apportée par l'IA sera, je pense, le catalyseur d'une explosion de la créativité humaine. Je m'explique. C'est parce que l'IA comprend ce que vous dites qu'elle fait ce que vous lui demandez. Mais pour que cela soit possible, il faut aussi qu'elle connaisse le logiciel, l'environnement avec lequel vous souhaitez la faire interagir. Photoshop est un logiciel puissant et plutôt complexe, rempli de menus et d'options en tout genre. Si vous les connaissiez toutes, alors vous sauriez, je ne sais pas, je ne connais personne personnellement qui connaît Photoshop à 100%. Si ça existe, dites-le moi. En tout cas, pour l'IA, connaître Photoshop sur le bout des doigts ne serait pas un problème. Mais Photoshop n'est qu'un exemple. Vous pourriez en fait donner n'importe quelle instruction à votre ordinateur et donc l'utiliser pour manipuler n'importe quel logiciel qu'il contient. Un logiciel de 3D, de comptabilité, de musique, de chimie, de montage vidéo, celui que vous voulez. Imaginons par exemple que vous souhaitiez créer votre propre jeu vidéo. Mais vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas plus graphiste que vous n'êtes développeur. Mais vous avez une idée. Et oui, tout le monde est créatif, tout le monde a des idées. Mais tout le monde ne dispose pas forcément des connaissances techniques qui permettent de donner vie à son imagination. Mais comme votre ordinateur vous comprend, alors vous pouvez lui demander de télécharger,
d'installer un logiciel de création de jeux vidéo, ce qu'il fera dans la seconde. Mais pour que votre IA sache utiliser le logiciel, vous lui demanderez alors de lire la documentation, d'aller regarder des tutoriels et aussi d'apprendre à coder. Et elle le fera. Peut-être sera-t-il même possible de télécharger des sortes de packages de connaissances correspondant à des logiciels ou applications courantes. Ainsi, votre IA, plutôt que d'aller apprendre ces choses, pourrait simplement les télécharger. Tout du moins, les bases. Votre ordinateur est maintenant prêt à recevoir vos instructions. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Le mur technique qui jadis existait entre votre créativité et la concrétisation même de cette créativité est maintenant totalement brisé. De la même façon qu'Internet nous a tous mis un mégaphone entre les mains, procurant ainsi un pouvoir immense à celui qui souhaite s'exprimer, un pouvoir jusque-lors réservé aux grands médias, l'IA, quant à elle, lorsque couplée à notre ordinateur personnel, nous donnera des capacités de production supérieures à celles que peuvent avoir aujourd'hui des sociétés comme Disney, Universal ou bien Rockstar Games. J'entends par là tous leurs employés ainsi que leurs connaissances techniques et le matériel, tout ça réuni dans vos mains. Ce n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que vous pourriez produire un film de qualité Pixar en l'espace de quelques jours, tout seul et surtout sans aucune connaissance technique particulière. L'IA dans nos ordis permettrait à chacun de pouvoir exprimer sa créativité. C'est pourquoi une explosion de la créativité mondiale est à prévoir lorsque cette convergence technologique se produira et sera disponible pour le grand public. Mais la réduction de cette frontière technique, apportée par l'IA, n'apportera pas que de bonnes choses. En effet, il y a beaucoup à craindre des débordements que cette simple combinaison pourrait engendrer. Nombreux sont les gens qui possèdent déjà un ordinateur. Dans les familles, il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs ordinateurs. Les ados ont leur propre PC. Quant aux plus jeunes, ils sont mis devant des écrans de plus en plus jeunes. Alors je me pose cette question. Que se passera-t-il lorsque l'IA, couplée à nos ordinateurs personnels, sera libre d'accès pour des gens inconscients du pouvoir qu'ils ont entre les mains? Par pouvoir, j'entends ici le pouvoir de nuisance. Et par inconscient, je parle ici des enfants. Laissez-moi vous illustrer mon propos avec un simple exemple. Quand j'étais petit et que j'étais au collège, les réseaux sociaux n'existaient pas. Quand un élève se faisait harceler à l'école, c'était terrible, mais lorsqu'il rentrait chez lui, alors plus personne ne pouvait l'atteindre. Les enfants n'avaient pas de téléphone portable, et comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et donc, les capacités de nuisance du harceleur s'en trouvaient limitées. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La réduction technique qu'a offert les réseaux sociaux en termes de communication est venue percer cette bulle de protection que constituait le foyer. En d'autres termes, le harcèlement tout le temps est partout rendu possible. Les possibilités qu'ont aujourd'hui les enfants de se nuire les uns les autres sont immenses. Cette capacité de nuisance augmente au fur et à mesure que la technologie réduit les frontières techniques. Et donc, je m'interroge sur ce qu'il en sera demain. Quelle forme pourrait prendre cette tendance qu'ont les enfants à se nuire les uns les autres s'ils avaient à leur disposition une IA dans leur PC? Imaginez, votre enfant pourrait demander à son IA d'apprendre le hacking, lui demander de télécharger les logiciels qui vont lui permettre de hacker, je ne sais pas, le compte TikTok d'un camarade qu'il n'aime pas et qu'il a prévu d'humilier. Ou bien il pourrait pirater les serveurs d'un hôpital, ou même ceux d'une centrale nucléaire. Et oui, c'est tout à fait possible. Et si cette idée vous fait peur, alors vous auriez raison. Et c'est pas que les enfants sont tarés, c'est juste qu'ils sont relativement inconscients du fait de leur jeune âge. C'est normal, sauf qu'ils ne se contenteront pas de demander des carrés rouges sur Photoshop, c'est certain. Tout cela va bien au-delà de votre capacité à imaginer, et de la mienne. J'entrevois des choses, mais je suis bien incapable d'en imaginer toutes les conséquences. C'est terrifiant. Un enfant de 3 ans, mais ça sait déjà plutôt bien parler. Et les ordinateurs sont partout. Car oui, la réduction de cette frontière technique s'applique à tous ceux qui savent parler. Mais si nous pouvons encore éduquer nos enfants, faire attention, les avertir, les protéger, qu'en est-il du reste de l'humanité? Et si vous-même vous aviez ça entre les mains, vous seriez raisonnable? C'est assez effrayant quand on connaît le comportement de certains humains. Mais vous voulez savoir ce qui est le plus effrayant dans cette histoire? C'est que ces évolutions et ces convergences technologiques ne se déroulent pas à cause d'une petite élite au sommet qui voudrait qu'elles se produisent. Non, ça ce serait finalement assez rassurant. La réalité est bien plus terrifiante. En vrai, personne ne peut arrêter ça. Personne, ni vous, ni moi. Et si vous pensez que je me trompe, c'est simplement parce que vous ne vous êtes jamais véritablement penché sur le mécanisme sous-jacent qui est à l'œuvre.
Alors, je vais prendre un ton un peu sarcastique, pardonnez-moi, parce qu'en fait, il existe bien une façon d'arrêter ce mécanisme, de stopper les convergences technologiques. Il faudrait s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire vous. Vous et votre satanée créativité. Toujours à créer des choses, à vouloir faire mieux tout le temps. Vous êtes chiant, arrêtez de faire ça, arrêtez de créer des trucs. Bon, ça risque d'être compliqué de stopper la créativité mondiale, on est d'accord? Quoique attendez, il me vient une idée. On pourrait faire encore mieux. On pourrait s'attaquer directement à la source d'inspiration de cette créativité. Comme ça, nous réglerions le problème encore plus en amont. Mais du coup, d'où l'être humain tire-t-il toute son inspiration? Mais oui, c'est bien sûr de la nature. Alors la voilà la solution. Si nous supprimons la source d'inspiration initiale à la créativité humaine, c'est-à-dire la nature, alors nous arriverons à stopper le problème des évolutions technologiques. Moi je dis banco, supprimons la nature. Je le dis comme ça juste pour charrier les plus complotiques d'entre vous. Je vous aime les complotiques. On est tous le complotix de quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que ça vous aura fait un peu réfléchir. Je vous retrouve prochainement pour un live qui se produira sur ma chaîne. Oui, je me mets au live, parce que c'est sympa. Je trouve ça cool et surtout, c'est moins chiant que de faire du montage. Je lirai vos commentaires que vous mettrez sous cette vidéo, et on discutera de tout ça ensemble. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.